Bon, on a tourné notre pièce et on vérifie que ça tourne rond. Et là, on est largement dans le centième. Hein. On n'a pas tout à fait un centième de mouvement. On peut voir un demi-centième, je dirais à peu près. Hein. Il y a toujours un peu de fluctuation, c'est normal. Hein. Mais c'est plutôt pas mal. Oui, donc il faut des fois un peu jouer sur le serrage. Alors selon comment on va serrer, ça peut un peu bouger selon l'état des mors. Alors il faudrait théoriquement faire des mors usinés au même diamètre et avec une pièce pendant l'usinage des mors, serrer une pièce à la même force que on va serrer la pièce finale. Bon, bah, ça c'est quasiment impossible. Enfin, pas tout à fait impossible, mais bon. Dans le cas là, on est largement bon puisqu'on est dans le centième et on en demande même pas autant. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, on va tronçonner en premier lieu. Donc on va enlever le surplus pour que ça soit ouvert. Ok, c'est la première chose qu'on va faire. Une fois que c'est tronçonné, on pourra faire notre épaulement. Le gros épaulement à l'arrière avec le rayon. Et terminer l'intérieur. Et puis globalement ça sera tout, hein, puisque la pièce est quasiment terminée. Comme dit, il reste pas grand chose à faire. C'est toujours un peu délicat de refaire une reprise pour que ce soit parfaitement rond. Comme dit, il faut des mordous usinés sur place et que tout soit en bon état. Donc je vais préparer l'outil à tronçonner. On va mesurer où est-ce qu'on veut tronçonner. On va laisser un surplus de quelques dixièmes, un demi-millimètre, quelque chose comme ça, qui nous servira au cas où il y aura un souci. Donc ça sera à enlever ensuite. Ok. Faut mieux être en surcote qu'en sous-cote. Hein. Comme ça on est sûr. Donc en général sur un tronçonnage, là je peux laisser quelques dixièmes. Donc on va laisser 5 dixièmes. Je vais préparer ça et je vous reprends. Voilà, on a mis l'outil à tronçonner. Et on a pris notre cote. Alors, comment on a fait cette fois, puisque là c'est différent. On a la dimension voulue, on la connaît ici. Donc du côté là, on veut 74,6. J'ai donc arrondi à 75. Ça nous laisse 4 dixièmes de rab, c'est impeccable. On enlèvera après. Hein. Donc j'ai mis 75. Alors comment j'ai fait? Je suis venu palper ici avec mon outil la surface pour m'aligner avec cette surface. Puis je suis rentré de la dimension enlevée. Alors là, on ne déduit pas l'épaisseur de la plaquette, hein, puisque on coupe de ce côté-là, on veut garder celle-là et pas l'inverse comme on a fait avant. Donc, j'ai mesuré ma pièce en entier, de derrière à devant, qui faisait 101,12, et j'ai retiré l'épaisseur que je veux garder, donc 101,12 moins 75 qui nous laisse 26,12 à enlever. Okay. Donc de là au bout de la coupe, on doit enlever 26,12. Donc le côté là de la plaquette qui a touché la face doit être à 26,12. Okay. Et ça nous enlèvera 26,12 et il restera 26,12 moins l'épaisseur de la plaquette ici, c'est de la chute. Hein. Okay. Voilà. Donc je vais encore mesurer mon diamètre extérieur pour une raison très simple. Je vais venir juste frôler devant visuellement. Alors pourquoi? C'est juste approximatif pour que je sache de combien je dois rentrer pour que ça coupe. Alors ici c'est fermé, par contre à l'intérieur c'est ouvert. Hein. Donc là j'ai pas percé à travers, mais à l'intérieur on va tomber dans l'alésage, ce qui est le but. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va mesurer à l'extérieur combien on est. C'est ça devant maintenant, mais c'est pas grave. On va mesurer notre face, 89,3, moins le diamètre intérieur qu'on connaît, 89,3, moins 45,3, le diamètre intérieur approximativement, divisé par 2. Ça nous fait 22 mm d'entrée dans la matière. Quand on aura rentré de 22 mm, on sera au bout de la coupe. Alors, je me mets à 0 là-dessus, en touchant. C'est juste pour savoir quand j'arrive à la fin. Je sais quand je m'approche des 22 mm, il faut être vigilant, parce que la pièce va bientôt tomber. C'est juste pour ça que je le fais, c'est très approximatif, c'est juste pour donner une indication. Alors, il y a deux façons déjà de savoir. C'est déjà
La première que je viens de vous dire, donc par mesure. Et la deuxième indication qu'on arrive au bout, c'est le bruit. Donc on a un bruit, ça va commencer à... Quand on entend ce bruit typique du bout de la coupe, on sait que la pièce va tomber. La pièce est quand même assez... Elle n'est pas grosse, mais bon, si elle tombe là-dessus par exemple, ou sur le banc, elle va faire des marques. Donc on veut éviter qu'elle tombe, c'est surtout ça. Bon, bah c'est parti. On va prendre le jus et on y va. Et voilà la coupe. Ok. Alors, petite remarque. Au moment où j'entends le bruit, donc le bruit typique du moment où on arrive au bout, et bien à ce moment-là, je réduis la vitesse très lente pour faire la reste et pour la choper à la main sans qu'elle parte. Hein. On va éviter de tourner trop vite à la fin. Et du coup, ça fonctionne très bien. Alors, on peut voir une chose aussi, l'état de surface. La vitesse étant assez élevée, on peut le voir au copeau qui bleuit, hein, c'est un outil carbure, c'est tout à fait normal. On était bien, c'est une bonne vitesse, ça a fait un beau fini. Plus le diamètre se réduit, plus il faudrait théoriquement augmenter la vitesse. On peut bien voir ici la démarcation. Par contre, ça fonctionne très bien, hein, le tronçonnage se fait très rapidement, sans aucun souci. Petite chose que j'aurais dû faire, que j'ai pas fait, c'est passer un coup de lime pour casser l'angle. Ici de ma chute, ça aurait été fait, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas grave. Voilà, une chute de XC48 qui servira à autre chose, bien sûr, parce que c'est des belles chutes hein, quand même. C'est les chutes des chutes, hein, puisque c'est déjà les chutes à l'origine. Bon, bah, un tronçonnage parfaitement exécuté, qui n'a pas posé de soucis en tout cas. Inutile de lubrifier comme un fou avec l'outil carbure, hein, c'est juste pour évacuer le copeau. De toute façon, cette huile, le problème c'est que ça brûle rapidement, ça fait une sacrée fumée, hein, donc j'évite quand même si c'est pas nécessaire. Comme je l'ai expliqué déjà pour l'autre pièce, c'est pas une nécessité absolue. Hein. J'ai quand même déjà fait des centaines de coupes avec cette même plaquette sans pour autant lubrifier énormément, même si effectivement ça serait un plus. Donc après il faut savoir faire la différence, la part des choses je dirais, entre choisir à fumer, à faire cette fumée là énorme et inhaler cette fumée, ou réduire un peu la longévité de la plaquette. Personnellement, je préfère réduire un peu la longévité de la plaquette plutôt que avoir cette fumée dans tout l'atelier et respirer ça pendant presque 1 heure, parce que ça sort pas comme ça, à moi de tout ouvrir, hein, mais bon, c'est pas toujours génial quand il pleut. Donc je préfère user un peu plus vite ma plaquette, au risque de tant pis de la casser, plutôt que d'inhaler tout ça. Ok, l'idéal serait une huile soluble qui coule en permanence avec un système de lubrification, mais ça, je l'ai pas. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, mon choix c'est ça. Hein, donc certains vont dire non, c'est mieux lubrifié. Ok, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut. Mais le résultat, il est impeccable et on peut voir hein, que à la fin, je mets plus d'huile parce qu'à la fin, la vitesse de coupe étant réduite par rapport au diamètre de la pièce, puisqu'on réduit le diamètre à l'intérieur au fur et à mesure qu'on avance. Là, on peut mettre un peu plus d'huile parce qu'elle va pas brûler tout de suite et on peut voir la coupe finie, c'est encore très gras, largement suffisant pour évacuer le copeau. Puisqu'aux vitesses où je tourne, ce n'est pas le but de refroidir l'outil, ni le copeau, ni quoi que ce soit, puisqu'on est largement en dessous des capacités du carbure. Okay, donc c'est juste pour réduire ce coincement de copeau possible, hein, qu'on n'a pas eu du tout à aucun moment de toute façon. Certains le font même sans lubrification du tout. Bon, j'avoue que je préfère lubrifier un peu. Hein. Bon, bah du coup, on va maintenant, on va attaquer l'alésage, hein, pas l'alésage, pardon, le surfaçage de la face, puis ensuite on fera l'épaulement, okay, par rapport à cette surface. On va prendre une mesure, voir où on en est. Alors où on en est par rapport à quoi? Où on en est par rapport à la longueur. On devrait être approximativement à 75, à peu de choses près, puisque bon, bah, c'est toujours le tronçonnage n'est pas une opération de haute précision, ça il faut bien se le dire. Donc on va faire une petite mesure et voir où on en est.
74,99. Bon, bah, on est très près des 75 quand même. Hein. Donc on est au centième et on a encore du coup 4 dixièmes à enlever sur la face. Alors les 4 dixièmes, on va les enlever à l'outil céramique, ça va nous permettre de faire un beau fini. Et on fera ensuite le chanfrein ici. Le chanfrein là qui n'est pas nécessaire puisqu'on va faire de toute façon un chariotage pour faire l'épaulement. Et on fera notre rayon. Ok. Je vais donc commencer par le surfaçage. Je vais enlever une partie avec l'outil classique, puis ensuite on passera à l'outil céramique pour la finition. Voilà, je vais donc installer l'outil pour le surfaçage et on va faire un surfaçage. On va déjà prendre un dixième et voir ce que ça donne, où est-ce qu'on en est. Hein. Même 0,15, allez c'est parti. Très beau fini, malgré que c'est pas l'outil céramique, je vais peut-être rester avec celui-là finalement. Une mesure 85. Il faudrait savoir, hein. Mettez-vous d'accord là. Tout c'est d'arriver à être droit. 86, ok. On avait mis 74,6. Encore faire une passe. Une passe de 0, alors 80, 0, 15, c'est parti. Je vais quand même passer un coup avec l'outil à chanfreiner, c'est quand même plus... L'angle est mieux que sûr. Hein. Donc on va chanfreiner maintenant la partie interne là. Parfait. Et comme on y est, on va faire la partie externe juste pour pas se couper. Et voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir faire maintenant l'épaulement ici, tout simplement. Alors l'épaulement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil à charreter classique, on finira avec l'outil céramique. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer sur le plan comment que ça va se passer. On a ici un rayon. La caméra si on peut quelque chose, voilà. On a ici notre rayon de 4, ok. Donc l'arrondi là, qui est un rayon de 4. Alors ça c'est ce qu'on a d'origine, hein. On n'est pas obligé, je suis pas obligé de faire un rayon de 4. J'ai un rayon de 3,5. J'ai une plaquette diamant CBN qui est du 3,5. C'est impeccable, 3,5 ça ira très bien. Puisque c'est approximatif, hein, en fait une n'est pas d'origine, il y en a une qui fait 3, une qui fait 4. Donc un des morceaux a déjà été réusiné à l'époque, je sais pas quand. L'un est à 3, l'autre est à 4, j'ai marqué 4, donc moi je vais faire 3,5, ça je suis entre les deux, et puis surtout c'est surtout le hasard parce que j'ai une plaquette de 3,5. Donc on va usiner toute cette partie là jusqu'au début du rayon à ce trait. C'est-à-dire qu'on va retirer 4 mm, on va laisser 4 mm ici pour le rayon, ok. Donc on va rentrer dedans de la dimension qui est ici, 20,85 moins 4 mm, ok, pour notre épaulement. Ensuite du côté là,
on va rentrer dedans pour faire un petit enlèvement de matière jusqu'au début du rayon. C'est-à-dire du diamètre de 69,85 plus 2 fois le rayon, puisqu'on a le rayon ici et le rayon là. Donc ça nous fait 69,85 plus 8 mm. Ça nous donnera notre diamètre final. Et on va terminer donc du coup avec un petit carré ici, un petit épaulement, un petit escalier là qui sera à la place, ok, à la place de l'arrondi pour l'instant, donc à notre ébauche. Et une fois qu'on a ça, on pourra venir avec notre outil à rayonner, enlever cet escalier jusqu'à avoir la partie lisse. Ok. Alors l'outil en question, ça sera un outil à plaquette CBN que j'utilise pour les matières dures particulièrement normalement. Alors c'est un outil qui fonctionnera très bien sur les matières tendres, c'est juste que bon, bah, c'est le seul que j'ai qui a le bon rayon, hein, donc la raison pour laquelle j'utilise celui-là. Alors bien sûr il est plus monté sur n'importe plaquette, non, il est plus. Alors je vais vous montrer ça. Voilà l'outil en question, qui utilise donc une plaquette ronde. Hein. Donc une plaquette, ici c'est une plaquette CBN en diamant pour les matières ultra dures. Extrêmement efficace. Hein. Donc c'est un rond, il fait 3,5 de diamètre et c'est impeccable. Voilà donc ce qu'on va utiliser et ça nous donnera la même chose que là, puis c'est celui que j'ai fait avant. Ok. Alors c'est pas tout beau, là, le fini n'est pas des plus propres avec ce type de plaquette, mais bon, ça va très bien. Bon, on va attaquer ça, prendre nos mesures et faire notre épaulement. Bon, ça y est, j'ai installé mon outil à charioter, mettre un peu plus près, et on va enlever ce qu'on a besoin. Donc je me suis mis à 0 ici, je me suis mis à 0 là. On doit enlever sur 17,35, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 17,35, mais ce qu'on va faire, je vais mettre à 0 à 17,35. Comme ça nous évitera d'avoir des chiffres à retenir. On sait qu'il faut simplement aller jusqu'à 0. Hop, 17,35, voilà. Ensuite, on va rentrer de 9,42 mm pour arriver à notre diamètre. Mais on va faire ça, on va déjà rentrer de 9 et prendre une mesure, ok? Donc alors jusqu'à 0, mais on laisse un petit dixième pour la finition. Enfin, pour la finition, puisque là ce sera même pas de la finition, on n'a pas besoin de le laisser puisque c'est pour l'arrondi, donc on n'a pas besoin de laisser, ce sera très bien. Voilà. Alors, notre diamètre devra être de, alors on va voir ça, 69,85. Alors, c'est pas un diamètre de précision, hein, pas du tout. Il pourrait être à plus ou moins un dixième sans souci, c'est tout à fait ok. 70,58, ok. Donc on va déjà faire 0,25. Ça va déjà être pas mal. 0,25. 0,26 et hop, c'est parti. Ça va être relativement proche. Point 11. On va faire 0,10.
et je vais calculer combien il faut enlever. Alors j'ai enlevé 5,92 sur le rayon pour arriver à la taille que je veux, et par contre sur une longueur cette fois de 3,5 mm. C'est ça, je vérifie quand même. 17, 5, 5, ça fait bien 85. Ok, donc sur 3 mm vers ici. Alors on va aller un tout petit peu moins de 3 mm parce que, pour la simple et bonne raison, on va déjà se mettre à 0 sur 3, voilà. Et on va laisser un dixième pour la finition. Bon, bah c'est pas mal. Je vais m'occuper maintenant d'utiliser, d'installer déjà mon outil pour... alors, mon outil spécialement pour le rayonnage. Alors, je mets celui-là parce qu'il faut prendre le porte-outil ici. Alors, laissez-moi installer ça. Bon, ça y est, j'ai installé l'outil. On peut le voir, on n'a jamais assez de porte-outils. Hein. Surtout que cet outil est un peu plus large que les autres, c'est du 25 à l'origine. Donc voilà. Bon bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon 0 là-dessus, mon 0 là. Je sais que je dois aller à un maximum de 10, 80, non pardon, 20, 85. Donc on va aller déjà jusqu'à 20. Donc on va faire un 0. On va se mettre à 20, 85 et mettre à 0. Ça évite d'avoir 10 000 chiffres à retenir. Voilà, 0. J'ai mis à 0 ici et à 0 là du coup maintenant. Donc je sais que je dois arriver à 0 sur ces deux axes pour être parfaitement comme il faut. Donc on va ici à vitesse assez élevée, puisque c'est un outil diamant, le tour ne va même pas assez vite. Mais on peut y aller comme ça. Parfait. Comment est l'outil? Aucun souci, super. Bon bah comme on a pu voir, hein, c'est pas vilain, hein, ça se fait assez bien. On a maintenant un beau rayon. Bon bah il y a un peu de... L'outil ne donne pas un fini absolument miroir, hein, c'est clair. Ce qu'on va faire, on va passer maintenant un petit coup de papier de verre.
Parfait, c'est impeccable. On pourrait encore affiner plus et enlever les petites stries là, mais ça gêne absolument pas, c'est pas du tout esthétique ce qu'on a besoin de faire. Hein. Donc on va faire les chanfreins maintenant. Hop. Alors, un chanfrein assez important sur les deux. Important parce que on a besoin pour pouvoir l'emmancher. Voilà. On va comparer les chanfreins par rapport à la pièce déjà faite, c'est impeccable. Bon bah ça y est pour cette partie extérieure. On peut voir que c'est propre, il n'y a pas de souci. Oui bon après c'est pas aussi lisse que... Hein, mais franchement c'est pas mal. Bon bah maintenant on va s'y mettre à faire l'intérieur. Alors j'ai fait volontairement l'intérieur en deuxième. C'est tout simplement pour... Comment vous montrer ça? Je vais enlever ça, je vais vous montrer. Le but c'est d'avoir, pour utiliser le même outil qu'on a utilisé pour la première gorge. Lorsqu'on le met ici, si on voit ça à la caméra ou pas. Ouais. Alors la partie ici du chariot, du petit chariot dépasse du porte-outil. Ok. La partie où j'ai le doigt en dessous là, puisque le porte-outil est posé ici. Je peux vous centrer un peu. Voilà. Donc on peut voir là le support de la tourelle dépasse, est plus grand que le porte-outil. Une fois que le porte-outil est dedans, comme ça, il dépasse devant, ok. Et il risque de rentrer en interférence avec la pièce. Ici, du fait que j'ai enlevé sur le diamètre, la partie en métal ici passera en dessous, ok. Ce qui nous évite de devoir sortir trop loin l'outil par rapport au porte-outil, ok, éviter les vibrations. Donc on peut aller là en dessous sans souci, il y a même pas mal de jeux, ok. Faut juste pas toucher ici, bien sûr, c'est logique. Voilà la raison pour laquelle je fais ça en premier. Et puis de toute façon, il faut bien le faire, hein, donc qu'on le fasse en premier ou pas. Comme dit, c'est peut-être pas les meilleures méthodes que j'utilise, faudrait peut-être faire effectivement l'ébauche en premier, machin, bon, c'est pas de la production. Je dis pas que j'utilise la meilleure des méthodes existantes, hein, et pas du tout. J'utilise la méthode qui fonctionne très bien, qui me va très bien au niveau temps aussi. Je prends pas trop de temps, donc il n'y a pas de souci pour ça. Bon, ben, on va faire des essais. L'autre barre, elle est un peu courte. Alors j'ai deux solutions. Soit je fabrique une barre plus longue, un porte-grain plus long, tout simplement. Ou j'ai cette barre à léser qui a le bout qui permet de faire un bout plat. On fait en deux fois, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au fond, là où on doit aller en laissant un petit peu. Un dixième par exemple, on rentre dedans, on fait nos passes, on rentre dedans, on fait nos passes. Par contre, on s'arrête avant la fin de la longueur de la poche, hein, de longueur de la gorge. Parce qu'ici, l'outil est en diagonale, donc on ne veut pas rentrer trop. Il ne faut pas rentrer beaucoup, c'est juste de 2,5, donc on va laisser 5 mm au bout, et on les enlèvera avec l'autre outil à la fin. Ok, puisque ça sera vers devant, l'outil sera assez long. Ok, donc on va essayer de faire ça comme ça. Alors là, par contre, on veut un diamètre relativement précis. Alors ça, c'est un outil à plaquette diamant, à nouveau, CBN, que j'ai même pas encore essayé d'ailleurs, c'est la première fois que j'utilise. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Hein. Je suis pas sûr que ça ira, je fais un essai, donc on verra bien. Bon, il me faut encore le régler à hauteur de pointe, ce que j'ai pas encore fait, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le faire. Donc je vais faire ça, et puis je vous reprends. Alors donc, comme dit, on va aller au fond, prendre juste la longueur qui est de 34,70. La longueur de la gorge, on va la faire à 30, on va s'arrêter à 30 pour rattraper le diagonal de la plaquette, hein, puisque si on s'arrête à 35 avec la pointe de l'outil, la poche sera faite, enfin la gorge aura une face d'appui coupée en biais plus longue, hein, qui correspond à l'outil, normal. Donc ça on va éviter à tout prix. Donc ensuite niveau diamètre, on a besoin d'un diamètre de précision, puisque c'est on veut 49,95. Ok,
à plus ou moins 2 centièmes. Donc relativement précis, surtout sur un diamètre interne. Pas évident. Bon, ça y est, sa hauteur de pointe, c'est tout limite, hein, l'outil est au maximum en haut, le porte-outil. Bon, au pire, on peut mettre une cale en dessous. Bon, là, c'est bon, c'est tout juste. Donc, je sais pas si on verra grand chose au niveau de l'outil en lui-même, parce que je peux pas la mettre trop près. Sinon, on verra rien à l'intérieur. Voilà, j'essaie de mettre ça comme ça. Bon. Alors, on va venir prendre le 0 et voir de combien il faut rentrer. Donc, on a 7.6 plus 34.7, ça nous fait 42.3. Donc, on doit rentrer de 42,3 mm pour être au fond de la gorge. Okay, donc là, on va déjà prendre un 0. Voilà. 0, super. Et on va rentrer, j'ai dit, de 42.30. Ok, 42.30, on vérifie que tout passe. Et c'est ce que je disais avant, ici, du coup, on passe en dessous de l'épaulement avec le chariot, ce qui est bien pratique. Donc j'ai dit 42.30. Même que ça gênerait même pas au final, hein. Ça passe même pas en dessous, hein, donc c'est très bien. Voilà, 42,30 sur ma visu, ou sur le tambour gradué, peu importe, et on se met à 0. Je décale de 1 dixième, voilà, qui sera mon point de départ. Et de là, on va prendre, venir par là, voir ce que ça donne. Enfin, disons, non, on va commencer ici, c'est plus pratique de travailler de ce sens, et on va commencer à 30. Ok, et on verra jusqu'où ça nous ramène au niveau là de 30, jusqu'à combien ça va nous ramener au truc final en fait, hein. Et puis de là on ajustera. Donc on va venir toucher, on va voir est-ce qu'on voit quelque chose là-dessus, ça va être très dur de vraiment voir quelque chose, hein. On va essayer. Bon, on va faire une passe, on va voir ce que ça donne. Alors avant de faire la passe, encore calculer de combien on doit enlever. 2,32, ok, c'est parti. Super, donc on a exactement ce qu'il faut. Bon, bah, je vais continuer comme ça, je pense qu'on voit pas des masses, en plus ces copeaux viennent vers la caméra. Et donc enlever la caméra, le temps de faire ça. Donc je vais faire mes passes, là j'ai fait 0,3 mm, donc 3 dixièmes. Donc 0,6 au diamètre. Et on va rentrer juste comme ça, jusqu'à 2,35, 2,32 pardon. On va déjà faire 2,30 même, et voir où ça en est au niveau du diamètre. Bon, ça y est, on a fait notre petite gorge, plutôt pas mal, hein. Donc bien réussi avec cet outil à plaquette diamant là. Bon, j'ai utilisé celui-là parce que c'est la seule barre qui correspondait à ce que j'avais à faire. Plaquette diamant, ça aurait très bien marché en acier rapide ou en HSS, enfin ou en, pardon, pas en HSS, c'est acier rapide, mais en carbure je veux dire. L'avantage ici c'est que on a un beau fini quand même, c'est pas mal. Et on est bien sur le diamètre, hein. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, je suis relativement content du résultat. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais changer d'outil et terminer le bout, puisque ici, je voulais dire, c'est voilà, vous voyez l'outil. Ici, on peut faire un fond plat, ok, avec cette partie-là, puisqu'elle est inclinée vers ici, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ici, on peut voir, c'est incliné du mauvais sens, d'accord? Donc c'est là que pose problème, c'est là qu'il y a problème, puisque maintenant, l'avant de cette gorge, il est incliné comme la plaquette, il est comme ça, ok? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est le ramener droit et à la bonne taille, bien sûr, en utilisant tout simplement l'outil que j'avais utilisé précédemment, celui-ci, qui va juste nous servir à faire le bout. Alors on va venir prendre le 0 très délicatement là-dessus, sur la partie là, et on va venir prendre le 0 tout au fond, donc de la surface de l'épaulement. On va déduire l'épaisseur de la plaquette, calculer de combien on doit venir par ici pour avoir les 34,70 qu'on veut pour la gorge. Ok,
tout simplement. Il y a pas de, c'est pas très compliqué. On va dire 34, 71. Bon, j'ajusterai la bague parce que je préfère ajuster la bague et être sûr qu'elle soit relativement serrée dedans plutôt qu'elle ait du jeu. Hein. Je veux pas qu'elle ait du jeu. Hein. Ça, c'est à éviter. Bon, bah c'est parti. Bon, je suis venu me mettre avec l'outil dedans. J'ai pris mon 0 dedans, mon 0 dehors, mesurer ma gorge, savoir à combien je dois aller pour qu'elle soit à la bonne longueur. Et je fais ma passe tout bêtement. Et voilà, on a enlevé simplement devant, ça sera impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça, mesurer, essayer, et si c'est bon, et ben c'est parfait. Bon, ben ça y est, la pièce est faite, j'ai glissé la bague dedans, non, je sais pas si on voit grand chose là, hop, voilà. La pièce est faite, la bague est dedans, ramener un peu sous la lumière. Voilà, donc c'est une bague fendue. On peut voir, elle a du jeu, hein, une fois qu'elle est mise en place, c'est bon. J'ai essayé, effectivement, ça rentre super. Alors, petite chose que j'ai rajouté, c'est le petit trou ici qui n'était pas avant. Donc, vite fait à la perceuse à colonne, hein, c'est juste un trou d'évacuation. Alors, il a une fonction, deux fonctions. C'est d'éviter qu'il y a des pressions résiduelles dans la partie haute. Quand le piston va venir en butée, il va taper là-dessus. Et vu la pression hydraulique qu'on a, si c'est étanche, ça monte en pression là-dessous. Ok, ce qu'on veut éviter. Donc ça, c'est en contact avec le reste, la sortie. Hein. Donc la pression sort par ici et évite de mettre en surpression et mettre en surpression surtout le joint. Ok, donc très important. Ensuite, deuxième chose, il va permettre également, lorsque le piston est collé, quand on est embuté, le piston colle dessus, qui est sur la tige, il est collé. Et du coup, ce qui va se passer si le piston est collé, il va pas pouvoir se décoller puisque la pression doit venir de ce côté-là du piston. Alors ça va se décoller parce qu'il y a un peu de jeu ici, donc il y a seulement ça du piston qui sera actif. La pression vient, décolle le piston. Mais si on est en charge, ça va poser souci. Donc la pression peut rentrer ici et pousser sur le reste du piston pour être sûr qu'il se décolle, hein, qu'il reste pas embuté. Voilà les deux fonctions de ce petit orifice qui donne juste ici. Hein. Ok. Alors pas évident à rentrer dedans ces bagues. Hein. Elles sont fendues, donc il faut bien la serrer, la glisser dedans et clac, elle se met impeccable. Et je suis content parce que l'ajustement est parfait. Hein, ça rentre tout pile, j'ai pas de jeu, c'est impeccable. Ok. Voilà donc, je vais donc installer encore le joint hydraulique dedans, rien de bien spécial. Le joint, alors il se plie, il se met dedans, et le joint extérieur de la lèvre qui est juste frappé dedans. Ok. Bon, bah ça y est, on va monter notre joint, donc les deux joints. On a monté ici la bague, hein, on peut voir l'intérieur, c'est propre, c'est pas mal, il n'y a pas trop de jeu. Alors, il y a toujours un peu de jeu entre la bague et le cylindre, c'est normal. Hein. C'est fait comme ça. Ah, pas loin d'un dixième de jeu quand même. Bon, on va mettre bien d'huile. Huile hydraulique, bien sûr. D'accord. Pas avoir peur d'en mettre. Voilà. Et on a le joint hydraulique qui vient comme ça dedans. Donc la lèvre, l'ouverture, les lèvres côté bien sûr pression, donc à l'intérieur. Pareil, une bonne petite dose d'huile. Alors ceux-ci sont un peu délicats à mettre, parce que souvent il faut les plier vraiment beaucoup. Ils sont assez rigides. On va essayer de le mettre dedans.
Bon, bah, laissez-moi enlever ces gants, voir ce que je peux faire et le mettre en place. Ça y est, il est dedans. Bon, ça va, pas trop dur. Et maintenant, il nous reste ça. Donc le joint racleur, donc on essuie un peu le surplus d'huile. Et il vient juste être frappé dedans, ok? Donc je ferai ça plus tard, c'est pas urgent maintenant. Juste prendre un tube et tac tac tac, on le tapera et puis c'est terminé, hein, rien de bien spécial. Bon, bah, on se retrouve maintenant sur le tour. Et on va s'occuper de la fameuse tige chromée à changer. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe sur ce cas-là? Alors, on a monté un mandrin 4 morts. Alors, j'avoue que c'est pas la meilleure solution parce que j'ai pris le mandrin 4 morts dans le mandrin 3 morts. Bon, j'ai pas de faux plateau pour celui-ci. Donc, bon, bah, c'est la seule solution que j'ai. Même si c'est pas le meilleur des cas, mais ça fonctionnera. Ok. Donc, effectivement, toujours bien faire attention. Bon, bah, voilà. Et on l'a aligné pour être dans les 3-4 centièmes. On peut voir qu'on est à 2 centièmes à peu près de faux rond. Alors j'ai dû prendre les 4 morts parce que tout simplement, donc on va enlever ça. On est donc très simple. Ici on a des plats de chaque côté. Et on ne peut pas le prendre dans un 3 morts. Ok. Donc j'ai mis ça, j'ai mis la contrepointe de l'autre côté. Et on va simplement enlever cette soudure. J'ai déjà chassé ici le pin, donc il y a une goupille, hein, une goupille fendue qui traverse. Ok. Alors, deux solutions. Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un filetage ou pas? Ça, je ne sais pas pour l'instant. Ici, il y a une soudure dans tous les cas. Ici, il y a un pin qui traversait entièrement. Dans le deuxième que j'ai, qui a été modifié, qui n'est pas d'origine, la soudure a été enlevée. Il n'y a plus le pin. Et ils ont mis un gros filetage, ok? Ils ont fait un filetage sur la barre chromée et un filetage là-dedans, et c'est vissé dedans. Bon. Alors, est-ce que d'origine il y a un filetage ou pas? Je n'en sais rien, puisque là il y a, c'est soudé et il y a une goupille. Donc on voit rien, je vois pas de filetage, je vois rien. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, qu'il faut faire dans tous les cas, c'est enlever la soudure. Ok? On va déjà enlever la soudure. Une fois que la soudure sera enlevée, on verra ce qu'on peut faire pour le chasser, hein, et récupérer la pièce là. Alors dans le pire des cas, si vraiment ça n'irait pas à récupérer cette pièce, hein, ce qui peut arriver, je ne sais pas exactement, je vois d'ailleurs qu'il y a un petit épaulement là, tout ça, donc il va vraiment falloir rentrer bien dedans, en espérant que la soudure n'est pas trop dure non plus. Si elle est trop dure, on peut toujours utiliser les outils diamants, ça ira aussi. On va essayer une plaquette carbure, j'ai plein de plaquettes carbure qui m'ont jamais donné trop bons résultats sur l'acier en finition, tout ça. Je vais utiliser une comme ça, puisqu'elle ne sert pas trop à grand chose autrement. Et on va essayer d'enlever ça. Ensuite, on verra ce qui se passe. Dans le tout pire des cas, bon, ben, il suffit de réusiner une pièce comme ça, hein, si vraiment ça n'irait pas. Bon, on va essayer quand même de le faire comme il faut. Si ça va pas, on réusine. Allez, c'est parti, on va enlever cette soudure. En tout cas, on va essayer. Bon, on a déjà pas mal enlevé, hein. Ça marche très très bien. Par contre, on peut voir ici la soudure, comment elle prend vraiment tout autour, hein. C'est vraiment une soudure super chanfreinée. Donc là, on va devoir utiliser par contre un autre outil qui va rentrer diagonalement dedans. Bon, eh bien, parce que là, on peut plus rentrer avec ça. À moins d'enlever sur l'épaisseur là, ce qu'on peut faire. Donc ce que je vais faire, on va utiliser, alors bien sûr l'outil n'est plus sur le porte-outil. On va utiliser cet outil là.
qui va nous permettre de rentrer comme ça dedans et venir par là. Ok. Donc ça va être notre outil qu'on va utiliser actuellement pour la suite. Bon, finalement, je vais continuer, mais je vais enlever de la matière ici. Pourquoi? Alors tout simplement, j'ai regardé sur le deuxième qui est déjà fait, qui a été fait je ne sais pas quand, par qui. Eh bien, il est plus court ici. Ils ont enlevé 6 mm par rapport à la taille originale. Donc 6 mm de moins. Et c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir faire pareil pour enlever cette soudure. Alors pourquoi je vais faire pareil? C'est pas parce que j'aurais préféré enlever ici, mais l'intérêt d'enlever les 6 mm ici nous permet d'avoir les deux vérins à la même longueur. Parce que là actuellement, quand celui-ci arrive embuté, l'autre n'est pas embuté, ok, puisque celui-ci est un peu plus long. On a ici donc on aura une dissymétrie entre les deux côtés par rapport au milieu ici. Hein. Bon, ça y est, j'ai finalement installé quand même cet outil. Alors, pour une raison très simple, j'avais mesuré du trou ici, de la goupille, à la bordure ici, à la face ici. J'ai remarqué que l'autre était plus court. Mais, en fait, ce n'est pas que l'autre est plus court, puisque si je mesure la distance de l'axe à ici, j'ai la même distance sur les deux. C'est en fait simplement le trou qui est décalé sur l'autre. Donc, bien vérifier toujours avant. Hein. Et donc, mis à part 1 mm de différence entre les deux, donc je préfère enlever avec cet outil. Donc c'est un peu délicat, je l'ai sorti pas mal, il n'y a pas le choix. Et on va faire ça. On voit bien l'ouverture ici, hein, sur la partie là. On voit bien une rainure ici. Par contre, on n'est pas encore assez dedans pour défaire le tout, parce que ici on voit encore que c'est encore un peu, il y a encore un peu de soudure à certains endroits comme ici. Ok, ici c'est pas encore passé. Donc on va voir. Alors je vais voir si j'ai un autre outil encore pour entrer, et je vous reprends. Bon, on arrive au plan B. Pourquoi? Parce qu'effectivement, deux choses. La première, je ne sais pas s'il y a un filetage, impossible à savoir. Et la deuxième, ça bouge pas. Et bien sûr, on ne peut pas utiliser de presse ou quoi que ce soit, on n'a aucun moyen de gripper sur la barre chromée. Alors je l'ai coupé. Et on va enlever tout l'intérieur. Ok. Donc je l'ai remis dans le mandrin 4 morts, ça tourne parfaitement rond à environ plus ou moins un demi-centième sur la partie que j'ai usinée avant. Donc c'est parfait, on est bien rond. Et on va commencer à faire un petit surfaçage et ensuite on fera un perçage. Et on enlèvera la barre à laiser, tout ce qui reste là-dedans, pour être sûr d'être de rien endommager. Super, bon, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser, je vais installer le mandrin à nouveau dans la contrepointe et on va s'occuper du perçage. Allez, c'est parti pour le perçage. Bon, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais la batterie était vide. J'ai pas vu ça tout de suite, donc j'ai pas vu encore où ça a coupé, mais il doit manquer une partie. Bon, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai passé différents forêts, j'ai traversé la tige, donc qui est là-dedans, et puis voilà. Rien
Rien d'exceptionnel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre la barre à alaiser et je vais faire mes passes. Bon, rien de bien spécial. Alors je vais couper la caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie, il faut que je charge l'autre. J'ai oublié de charger celle-là, il reste un tout petit peu. Alors je vais juste faire mes passes. Rien d'exceptionnel, hein, comme j'ai fait des centaines de fois, comme j'ai montré un paquet de fois. On fait nos passes à l'intérieur, on enlève jusqu'à arriver au bout. Bon, ça y est, j'ai fait mes petites passes avec un outil à plaquettes carbure brasée. J'ai pas utilisé les plaquettes. J'avais commencé avec les plaquettes classiques, mais comme il y a les trous, le trou qui traversait, ça fait pas mal de vibrations et ça m'a cassé l'arête. Je me suis dit bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre des plaquettes brasées, ça ira très bien. En fin de compte, bah, c'est bien un filetage qu'on a réussi à préserver relativement bien. Et là, je suis au début. J'ai commencé à enlever vraiment les filets. Hein. Vous voyez, ça s'enlève super bien. Je prends une petite pince. Et ça s'enlève relativement bien. Le fond est décollé aussi, il bouge. Donc c'est bon, on a réussi. On peut dire que c'est gagné au niveau du filetage puisqu'on a réussi à le conserver. Alors on n'aurait jamais réussi à le défaire. Hein. Je veux dire, au point où ça en est, vu l'oxydation qu'il y a partout là-dedans, jamais il serait enlevé. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Donc on va enlever tout ce qu'on peut enlever au niveau filetage. Voilà, et je suis content parce qu'on n'a pas vraiment endommagé le filetage, juste un peu au début j'ai tapé dessus sur le filetage, ce qui gênera pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment bien, on n'a pas abîmé le filetage là qu'on va réutiliser hein, tout simplement puisque on en a besoin.